plaisir d'être ici avec un assez grand nombre de personnes. Donc, on espère être à la hauteur de vos attentes. Mon nom est Laurence Roy, je suis ergothérapeute, comme le disait Naomi, professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheur au CREMIS. Mes travaux de recherche depuis plusieurs années portent sur les liens entre la santé et l'itinérance. Et depuis quelques années, finalement, on a trouvé qu'il y avait un angle mort dans plusieurs de ces travaux. C'est-à-dire, on a beaucoup de données des dernières années qui montrent que les lésions cérébrales acquises, et en particulier le traumatisme crânio-cérébral, touchent de façon disproportionnée les personnes en situation ou à risque d'itinérance. Ça m'a amené à collaborer avec Carolina Bottary, qui est ici, et plusieurs autres partenaires, à un projet de recherche d'action concertée d'un an, qui s'est terminé le 1er octobre dernier. Certains des résultats de ces travaux seront présentés ici. Par contre, pour s'arrimer aux objectifs du dîner d'apprentissage, on va aborder la thématique de façon globale. Donc, comme il a été mentionné par Naomi, aujourd'hui, on va parler d'une part de prévenir l'itinérance chez les personnes ayant une lésion cérébrale acquise et d'autre part d'adapter, comment on peut adapter les services en itinérance en prenant en compte les réalités de celles vivant avec une lésion cérébrale acquise. Et donc, un des buts pas si cachés d'aujourd'hui, c'est de permettre un rapprochement entre les acteurs, actrices à majeure itinérance et ceux et celles qui œuvrent en déficience physique pour améliorer nos pratiques auprès de ces personnes qui se retrouvent souvent dans les interstices d'un système en silo. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on a 4 invités. Carolina Bottary, qui est professeure à l'École de réadaptation à l'Université de Montréal et chercheure à l'IUR-DPM. Je suis contente que Naomi l'ait dit au long, comme ça m'évite de le faire. On a William Jubinville, qui est ergothérapeute et doctorant en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Geneviève Thibault, neuropsychologue, conseillère en troubles graves du comportement au Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement. Je vais demander aux personnes. Et finalement, on accueille Benoît Durand, qui est directeur général de Servio. Servio, qui est un organisme communautaire qui soutient les personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral et qui ont développé une pratique novatrice pour rejoindre les personnes en situation d'itinérance. Voilà. Donc, nos invités pour aujourd'hui. Pour rappel, les objectifs d'apprentissage du webinaire sont d'abord de percevoir la complexité des relations entre la survenue d'une lésion cérébrale acquise et l'itinérance, y compris en lien avec des besoins liés à la santé globale, à la santé mentale, aux dépendances. Ensuite, d'identifier les pratiques prometteuses de prévention et de réduction de l'itinérance chez les personnes ayant une lésion cérébrale acquise, ainsi que des pratiques favorisant l'accès aux services. Et finalement, de reconnaître des applications possibles de ces pratiques prometteuses au sein de l'écosystème québécois de soins et de services. Alors, le webinaire va se diviser en 4 blocs. D'abord, on va inviter les panélistes à présenter en lien avec la thématique. Donc, on va avoir à peu près 45 minutes pour ça. Ensuite, j'animerai quelques questions sous forme de table ronde pour aller plus loin avec les panélistes, donc pour susciter la réflexion. Et finalement, la dernière période d'échange sera ouverte au public. Donc, on vous invite vraiment tout au long de la présentation à écrire vos questions, vos commentaires dans la barre de conversation pour pouvoir nourrir cette dernière période d'échange et de réflexion. Donc, on n'abordera pas vos questions pendant, évidemment, les présentations, mais on vous invite à les nourrir. Puis, je vois qu'il y a plus de 120 personnes déjà qui sont présentes à vous répondre. Donc, s'il y a de l'expertise complémentaire et des expériences complémentaires dans la salle, donc, allez-y. Alors, et finalement, Naomi va clore la présentation là, avec un petit mot. Alors, je vous invite donc à rester attentif à la présentation. Et sans plus tarder, j'inviterai Carolina et William à commencer. Excellent, merci beaucoup, Laurence. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous parler du TCC. Donc, moi, ma pratique clinique a été en traumatisme crânien, pas en itinérance. Donc, je suis à la croisée des chemins. Je représente le volet santé. Donc, juste pour, là, on parle du monde qui sont en itinérance, qui ont peut-être moins de connaissances en santé, d'autres personnes en santé que tout ce que je vais dire va être vraiment du connu. Donc, pardonnez-moi là, pour ceux qui savent de tout ce que je parle, mais l'idée, c'est qu'on commence à se parler ensemble. Donc, il faut faire des introductions de nos champs respectifs d'expertise. Donc, juste comme petite intro, donc, on va utiliser différents termes durant la présentation.
Donc, il y a un premier terme qui sont les lésions cérébrales acquises. Donc, qu'est-ce que c'est des lésions cérébrales acquises? Donc, des lésions au cerveau qui sont postnatales. Donc, on ne parlera pas des lésions qui pourraient avoir eu lieu là, à l'enfant, en tout cas, postnatal, et toutes les conséquences de ça. Il y a deux sous-catégories, si on peut dire, ce qui est traumatique, donc les TCC, donc qui découlent d'un accident, une chute, etc. Donc, un traumatisme crânio-cérébral. Et on va inclure aussi dans les lésions cérébrales acquises, ce qui est non traumatique, tel qu'un accident vasculaire cérébral, des tumeurs cérébrales, des expositions à des toxines, des substances psychoactives, etc. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et tout de suite, pour rentrer dans la thématique de la présentation aujourd'hui, pourquoi parler de ça dans un contexte d'itinérance? Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on commence tout doucement à en entendre parler, mais c'est encore assez nouveau là, qu'on en parle. Il y a vraiment une surreprésentation des personnes qui ont un traumatisme crânien chez les personnes qu'on retrouve en situation d'itinérance. Il y a certaines études qui nous ont montré qu'il y a une prévalence moyenne de 53 parmi l'ensemble des personnes qui sont en situation d'itinérance. Il y en aurait 53 donc une personne sur deux qui aurait subi un TCC. Et parmi tout ça, il y en aurait comme un sur quatre presque qui aurait un TCC modéré à sévère. Donc, c'est énorme comme prévalence. Puis l'autre chose qui nous intéresse beaucoup en parlant du lien entre le réseau de la santé et le milieu de l'itinérance, c'est que la survenue du premier TCC précède la première situation d'itinérance dans la majorité des cas. Donc, on pourrait les voir en santé et ensuite, plusieurs années plus tard, on retrouve ces mêmes personnes-là en situation d'itinérance dans 74 à 90 des cas. Donc, c'est énorme. Les conséquences, c'est bidirectionnel. Parfois, être en situation d'itinérance nous mène à avoir un plus haut risque d'avoir une lésion cérébrale ou d'avoir une lésion cérébrale nous mène à avoir un plus grand risque de se retrouver en itinérance. Donc, ça va vraiment dans les deux directions. Là, si on parle, c'est le TCC. Donc, je sors de l'itinérance, je reviens juste à TCC. Donc, la prévalence là, des TCC au niveau mondial, plus de 50 millions de personnes subissent un traumatisme crânien à chaque année dans le monde. Donc, c'est la cause la plus importante de l'invalidité due à une maladie neurologique. Le TCC est la principale cause de mortalité chez les jeunes adultes et une cause majeure de décès à tous les âges et dans tous les pays. Et ce qui est important, et on va y revenir, c'est qu'une jeune personne qui subit un TCC, dans la vingtaine, par exemple, pourrait vivre jusqu'à 50 ans avec ces séquelles. OK? Donc, c'est quelque chose qui perdure dans la vie de la personne. Dans les TCC, dans le monde des TCC, on parle de trois niveaux de sévérité. On a léger, vous entendez souvent parler à la télévision ou dans les nouvelles de commotion cérébrale. Donc, ça, c'est un de nos niveaux de sévérité. Il y a aussi les modérés et graves. La façon que dans le réseau de la santé, on va déterminer si c'est léger, modéré et grave, il y a différents critères. Donc, ça va être par exemple selon la durée de la perte de conscience de la personne, s'il y a des lésions au scan et ce qu'on appelle l'amnésie, la durée de l'amnésie post-traumatique, donc la durée de temps que la personne là, elle se rappelle pas de ce qui s'est passé. Donc, il y a comme un temps là, où il n'y a pas de mémoire là, qui s'enregistre au niveau du cerveau. Il y a environ 12 de tous les TCC répertoriés au Québec qui seraient des TCC graves et les autres, donc, on va être dans du modéré et du léger. Qu'est-ce qui mène à un TCC? Donc, accident de voiture, souvent chez les plus jeunes, chute, c'est les personnes plus âgées. Et donc, l'accident d'auto, souvent, on va voir des TCC plus sévères et on va voir beaucoup de commotion dans le sport. Dans un accident d'auto, une chose à comprendre, c'est le type de mécanisme qui va expliquer les séquelles qu'on voit. Donc, le cerveau, il y a de la place pour bouger à l'intérieur d'un crâne qui est rigide parce que le cerveau, c'est mou. Donc, quand il y a un gros choc, le cerveau va aller se cogner en avant ici et aussi rebondir et se cogner en arrière, qui va expliquer certaines des séquelles qu'on va voir. Chaque personne qui a un TCC est différente. Donc, parce qu'on peut avoir un coup qui nous est donné en tête, on peut avoir cette accélération, décélération, on peut avoir une chute. Il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent se passer au cerveau selon le mécanisme. Et selon tout ça, là, on peut avoir du saignement, on peut avoir du déplacement dans le cerveau.
tout ça fait que chaque personne qu'on rencontre qui a un TCC va être assez unique. Donc, si on regarde la problématique à un sens un peu plus large, donc, avec ce que j'ai dit, quelqu'un peut vivre 50 ans avec un TCC, on commence à comprendre que le TCC, ça devrait être considéré comme une maladie chronique. Sauf que pour l'instant, c'est encore pas mal, on est pas mal mobilisé autour de ce qui est quelque chose d'aigu. Donc, mais le TCC, si on regarde la définition de l'Organisation mondiale de la santé, ça concorde avec la définition d'une maladie chronique. Donc, c'est permanent. Le traitement nécessite une formation spéciale en vue de sa réadaptation, puis ça augmente la mortalité à long terme. Et le TCC est un facteur de risque, ça va être important, on va le voir beaucoup dans les contextes d'itinérance, que c'est des personnes qui vivent 25, 30, 40 ans post-TCC, donc ils peuvent devenir plus sujets à avoir des maladies neurodégénératives, avoir un AVC ou de l'épilepsie. Sauf que je tiens à répéter encore une fois, notre réseau de la santé n'est pas organisé en fonction d'une maladie chronique. Donc, les conséquences possibles du TCC. Donc, il y en a beaucoup et ça va être vraiment, comme je disais tantôt, variable selon la personne. Chaque personne, on va avoir à évaluer pour voir c'est quoi ses séquelles à elle. Donc, on peut voir de l'impulsivité, de l'agressivité, de l'irritabilité, la désinhibition, du trouble d'initiation, des problèmes de jugement, du manque de flexibilité mentale, des problèmes de mémoire, des difficultés à prendre des décisions, à formuler des buts, à planifier, peuvent avoir une pauvre conscience de ces déficits. Et tout ça peut avoir de gros impacts sur toute sa vie, sur l'emploi, le logement. Ça peut mener à des conflits avec des proches, la violence, la judiciarisation, des problèmes de salubrité, etc. Je vais reprendre 2 secondes pour juste parler des problèmes, des comportements problématiques parce que c'est un enjeu qu'on voit beaucoup, je crois, dans la clientèle qui est en situation d'itinérance. Donc, les comportements problématiques qui peuvent découler d'un TCC. On va parler d'agressivité verbale, donc des cris, des insultes, des menaces envers soi ou les autres. On peut voir de l'agressivité physique envers les objets, soi ou les autres. On peut voir des comportements sociaux inappropriés, des rires inappropriés, interrompre des conversations, une désinhibition verbale, l'hygiène qui est déficiente. On peut voir quelqu'un qui est apathique, donc quelqu'un qui fait rien, qui reste complètement inactif et qui passe ses journées. Jadis, on a toujours dit à regarder la télévision, là, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres choses là, qui seraient des indications que la personne ne s'active pas. Et c'est quelqu'un qui aurait besoin jusqu'à des incitations verbales pour manger, pour se laver. Elle peut rester inactive toute la journée. On a aussi dans les comportements problématiques des situations de l'habileté émotionnelle, donc des émotions inappropriées, des crises de larmes, des difficultés de gestion des émotions. Et autres. Donc, il y a vraiment un grand, large éventail là, de comportements problématiques qu'on pourrait voir de l'errance, des fugues, des comportements sexuels inappropriés. Et tout ça fait en sorte que les personnes qui présentent ces comportements problématiques-là peuvent être réfractaires aux soins et ce sont tous des comportements qui sont mal tolérés. Ma dernière diapo, ça peut aussi mener à la criminalité. Donc, il y a différentes études qui ont commencé à être réalisées dans le contexte judiciaire, dans les prisons. Donc, quand ils font un sondage auprès des personnes incarcérées, on a un auto-rapportage qui peut être jusqu'à 60% des personnes qui vont dire qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont subi un traumatisme crânien. Souvent, c'est des personnes, suite à un traumatisme crânien, qui vont entrer en détention plus jeunes. Il y a un taux plus élevé de récidive, il y a des accusations criminelles, des incarcérations, interventions, escalades policières. Donc, moi, je vais arrêter de présenter et je vais donner la parole à William. Donc, nous, dans notre projet, ce qu'on était intéressés, c'était d'entendre le vécu de ces personnes-là qui vivent en situation d'itinérance et qui ont vécu un traumatisme crânien. William, je te donne la parole. Oui, bonjour. Donc, c'est ça. Moi, on m'a demandé de venir vous partager un peu là, les résultats qu'on a obtenus après avoir rencontré des personnes qui avaient un parcours à la fois d'itinérance et de lésions cérébrales acquises. Donc, notre équipe de recherche, on a rencontré 26 personnes, 16 hommes et 10 femmes qui étaient âgés entre 21 et 68 ans, une majorité qui était quand même dans la cinquantaine, avec une diversité sexuelle et de genre. Donc, en moyenne, nos participants avaient subi 4 lésions cérébrales quand même.
au cours de leur parcours de vie. Et 20 personnes sur 26, donc 77%, avaient subi un premier traumatisme crânien avant l'âge de 18 ans. Et 12 personnes sur 26, donc près de la moitié, ont connu une période avec des impacts répétés à la tête à un moment dans leur parcours de vie. Donc, je vais vous présenter très sommairement quand même, parce que j'ai pas beaucoup de temps, là, les résultats qui émergent de nos entrevues avec ces personnes-là. Puis, n'hésitez pas à poser des questions, on pourra y revenir pendant la période de questions. Donc, un thème qui ressort beaucoup de nos entrevues avec ces personnes-là, c'est tout ce qui concerne l'expérience dans les services. Et ce qui ressort beaucoup dans nos entrevues, c'est le non-recours aux services. Donc, il y a plusieurs participants qui nous ont rapporté ne pas avoir recours aux services de santé de façon générale, mais aussi spécifiquement après un coup à la tête ou lorsqu'ils ont des symptômes liés à une autre lésion cérébrale, comme des symptômes liés à l'AVC, par exemple. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce non-recours-là, notamment des expériences antérieures négatives, voire traumatiques dans le réseau de la santé, dans les services. La croyance que leur condition de santé ne va pas s'améliorer ou pourrait même se détériorer s'ils vont consulter. Une faible tolérance pour l'environnement hospitalier, encore là pour diverses raisons, là, mais la surcharge sensorielle ou les règles en ce qui concerne la consommation de substances psychoactives. Et on a certains participants aussi là, qui nous ont parlé d'une fierté de vouloir se débrouiller seuls et pas demander de l'aide, mais c'est surtout nos participants hommes qui nous rapportaient ça. En ce qui concerne les services de proximité en itinérance et les services en santé mentale, c'est important de soulever là, que la majorité des personnes qu'on a rencontrées y entretenaient des liens positifs avec au moins un intervenant du milieu communautaire ou un intervenant d'une équipe du réseau public, comme les équipes justement de proximité en itinérance ou les équipes multidisciplinaires en psychiatrie. Et le milieu communautaire est décrit par les participants comme un milieu accueillant, bienveillant, qui permet de répondre à plusieurs de leurs besoins. Mais nos entretiens démontrent aussi là, que ces services-là ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins complexes des personnes, particulièrement en matière de santé et surtout en fait en ce qui concerne les besoins liés aux lésions cérébrales, donc par exemple tout ce qui concerne les difficultés cognitives. On a aussi la non-reconnaissance des lésions qui ressort dans certains milieux. Donc, il y a plusieurs participants qui nous ont mentionné ne pas avoir eu accès à des services de dépistage, d'évaluation ou d'orientation pour leurs lésions cérébrales au sein des services généraux de santé, mais aussi dans certains milieux plus précis, là, comme les milieux de protection de la jeunesse ou les établissements de détention, par exemple. Puis, pour d'autres, lorsqu'ils ont essayé de demander de l'aide pour des difficultés qui étaient reliées à leur lésion cérébrale, par exemple auprès de leur médecin de famille ou dans les urgences hospitalières, l'ensemble de leurs symptômes a été attribué à la consommation de substances psychoactives, puis la lésion cérébrale a complètement été écartée en fait, et cela fait en sorte évidemment là, que les interventions sont peu adaptées aux besoins de la personne. Puis, ce qui ressort aussi dans les services, c'est les services en lésion cérébrale, donc les services vraiment spécialisés au niveau cognitif, là, qui sont peu adaptés à la vulnérabilité sociale. Donc, les services d'urgence, la prise en charge d'urgence, en fait, est perçue comme efficace, rapide par nos participants, mais il y en a plusieurs là, qui ont déploré le fait qu'il y avait un manque de suivi du réseau après cette prise en charge initiale d'urgence-là, malgré des symptômes importants qui persistent dans le temps. Puis pour d'autres, l'hospitalisation pour une lésion cérébrale ou les séjours en centre de réadaptation ont été décrits comme peu adaptés à leur situation sociale ou à leur état de santé mentale. Un autre thème qui ressortait beaucoup dans nos entrevues, c'est l'entourage comme filet de sécurité. Donc, il y a plusieurs participants qui nous ont parlé de la présence d'un membre de la famille. C'était souvent un parent et même plus précisément souvent une mère, comme un facteur de protection de l'itinérance, puis un filet de sécurité résidentiel qui a été présent tout au long de leur vie. Mais il y a plusieurs de nos participants qui ont aussi vu leurs liens familiaux s'effriter au fil du temps. Encore là, pour différentes raisons. Ça peut être le décès d'un proche qui les accompagnait, qui leur offrait ce support-là, ou ça peut être en raison de certains comportements problématiques, comme Karina parlait, par exemple la consommation, l'agressivité, l'irritabilité. Un autre thème qui ressort, c'est la lésion qui freine la sortie de l'itinérance. Karana en a parlé de tous les symptômes possibles à la suite d'un traumatisme crânien ou d'une lésion cérébrale. Et il y a plusieurs de nos participants qui ont abordé ça dans l'entrevue, là, qui ont mentionné avoir des symptômes importants comme des pertes de mémoire, des difficultés d'attention, une hypersensibilité sensorielle, de l'impulsivité, une fatigue, puis une endurance limitée.
Puis toutes ces difficultés-là peuvent diminuer grandement la capacité de ces personnes-là à fonctionner dans les milieux communautaires en itinérance, donc dans les milieux d'hébergement collectif, par exemple. Puis ça peut venir aussi entraver leur capacité à obtenir puis à conserver un logement. Puis finalement, un dernier thème qui ressort de nos entrevues avec ces personnes-là, qui est quand même étroitement lié à ce que je viens de parler, c'est les besoins complexes en termes de logement puis d'hébergement. Donc, il y a plusieurs participants qui nous ont parlé là, de leur perspective résidentielle future, puis qui nous ont mentionné là, qu'ils avaient besoin d'un logement qui était adapté à leurs incapacités puis à leurs besoins. Donc, par exemple, ils ont mentionné le souhait d'avoir un logement calme en lien avec leur fatigue et leur hypersensibilité sensorielle. Donc, c'est vraiment résumé, mais c'est ce qui ressort principalement de nos entrevues. Je laisserai la parole à la prochaine personne. Je vais faire une petite transition. Merci beaucoup, Carolina et William. Donc, très éclairant. Puis je pense que ce qui ressort, hein, c'est toute cette notion de différents secteurs qui peuvent être présents. Vous en parlez tous les deux. Qui peuvent être présents tout au long des trajectoires de vie des personnes. Donc, on parle de milieux carcéraux, de protection de la jeunesse, de milieux hospitaliers, de milieux communautaires en itinérance. Et finalement, qu'il y a une certaine méconnaissance, une certaine distance entre ces différents secteurs-là, entre ces différents services-là. Donc, j'inviterais Geneviève Thibault à venir nous parler de ces services, justement. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est les services qui sont offerts aux personnes qui vivent avec un TCC? Et puis, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à celles qui se trouvent en situation ou à risque d'itinérance? Merci, Laurence. Voilà, je me lance. Donc, pour faire un petit tour là, sur vol rapide, là, finalement, des services qui sont offerts au Québec pour les personnes qui ont eu notamment un traumatisme crânio-cérébral. Et ce qui va faire le pont avec un peu les résultats de la recherche là, qui a été faite dans la littérature, qui a permis de cerner là, des pratiques innovantes en lien avec la réduction du risque d'itinérance chez cette population. Donc, si on regarde un peu là, l'offre générale de services pour ceux qui sont moins familiers, donc après un accident, un événement qui a mené à un traumatisme crânio-cérébral, les gens vont évidemment être dirigés vers les hôpitaux, vers les centres de traumatologie, donc des centres qui sont spécialisés dans le traitement de ces problématiques de santé aiguës-là. Et le bout qui nous intéresse davantage, les gens vont ensuite transiter vers des services de réadaptation qui sont finalement se font selon deux phases. Donc, une première phase qui va offrir des services à l'interne, un peu sous la forme d'une unité hospitalière, mais qui là va être axée vraiment sur la reprise des activités de vie de la personne, réapprendre parfois à se nourrir, reprendre la force pour marcher, reprendre certaines activités quotidiennes. Et une fois que la personne a fait une transition à travers ces services-là, va passer à des services qui se donnent maintenant à l'externe. Donc, la personne va, dans la plupart des cas, retourner à domicile et revenir au centre de réadaptation pour avoir des services qui, là, vont lui permettre finalement un peu d'élargir sa participation sociale. On va parler ici de reprise de la conduite auto, reprise des activités de travail ou, par exemple, si on ne peut plus travailler, de débuter des nouvelles activités de loisirs ou de bénévolat ou peu importe la nature. Donc, c'est habituellement le parcours que la personne va suivre. Les services de réadaptation sont habituellement, là, en tout cas à Montréal, il y a plusieurs programmes qui existent selon le diagnostic de la personne, qu'on ait un TCC, un AVC ou autre diagnostic de l'efficience physique. Et comme je vous disais, suite à la période de réadaptation, ben, la personne peut soit retourner à domicile ou encore être hébergée. Évidemment qu'il y a une partie des personnes qui n'en vont pas obtenir ou arriver à un niveau d'indépendance suffisant pour retourner à domicile et ils vont être hébergés dans différents milieux d'hébergement qui soient adaptés à la clientèle avec lésions, qui est une clientèle relativement jeune habituellement, ou moins, en fait. On est hébergé là où il y a de la place, souvent au Québec. Et si par contre la personne fait un retour à domicile, elle va être là soutenue par ce qu'on appelait anciennement les services de première ligne. Donc, par exemple, les services de soutien à domicile du CLSC qui peuvent venir apporter de l'aide à la personne, à la famille.
Et finalement, j'inclus là, dans le continuum de services les organismes communautaires qui peuvent être présents là, dans la vie de la personne et qui vont vraiment avoir le mandat là, de soutenir justement la participation sociale de la personne, peu importe finalement qu'elle soit à domicile ou en hébergement. Donc, c'est habituellement le parcours de la personne et les différents niveaux de services qui vont pouvoir lui être offerts aux différents moments qui vont se faire suivre, qui vont suivre son accident. Donc, quand on parle des organismes communautaires, on parle d'organismes qui ont comme mandat finalement d'intervenir tout particulièrement auprès des personnes qui ont eu un traumatisme crânio-cérébral et de leurs personnes significatives, donc de leurs proches, pour améliorer l'intégration sociale, pour leur offrir du soutien psychosocial. Ils font aussi de la sensibilisation auprès du grand public. Donc, pour toute personne qui en éprouve le besoin, les professionnels et aussi intervenants impliqués. Donc, évidemment que tout ce beau réseau de services-là a plusieurs imperfections. Donc, il y a quand même des difficultés. Puis là, mes deux collègues qui ont présenté précédemment en ont déjà nommé certaines. Donc, c'est sûr qu'il y a des iniquités sur le plan de l'accès aux services et certaines personnes qui vont vivre des fins précoces de services, hein. Donc, si on regarde les services de réadaptation, hein, si on parle des gens qui ont eu un TCC modéré grave, les personnes doivent provenir d'un hôpital. Donc, les références se font à partir de l'hôpital. Donc, si on a eu une personne qui a eu un TCC modéré, par exemple, mais qui n'a pas consulté à ce moment-là, il va y avoir déjà un obstacle pour obtenir un service, accéder au service de réadaptation. Pour certaines personnes qui n'ont pas eu un diagnostic formel, hein, donc soit qui n'ont pas consulté ou pour qui, par exemple, un TCC léger n'aurait pas été formellement diagnostiqué, c'est sûr que là, il y a un obstacle d'accès aussi au service, c'est-à-dire que la plupart des programmes vont demander un diagnostic formel de la part d'un médecin, d'un TCC léger, modéré ou grave. Des gens qui auraient eu une atteinte, finalement, il y a plus de 2 ans. Donc, souvent, les services, justement, sont concentrés dans les 2 premières années suivant le TCC, qui est vraiment la meilleure fenêtre d'opportunité pour intervenir. Toutefois, il y a une partie des gens qui auraient pu subir, par exemple, multiples TCC légers dans le passé. Et finalement, on essaie de les orienter vers des services de réadaptation. Mais évidemment, lorsque ça fait plus de 2 ans, même lorsqu'il y a diagnostic, ça peut être difficile finalement d'obtenir les services. Les gens qui ont des symptômes qui, depuis plus de 18 mois aussi, qui voudraient un premier épisode de service, ça peut présenter une difficulté. Et évidemment, comme le nommait un peu Carolina tout à l'heure, le service n'est pas organisé comme un continuum pour des besoins chroniques. Donc, parfois, lorsque la personne, elle peut être passée à travers le continuum de service, mais par exemple, elle vit une nouvelle période, par exemple le décès d'un proche, là, tu sais, comme le nommait William tantôt, ce qui est vraiment une période de transition difficile. Ça peut déstabiliser la personne. On pourrait avoir besoin d'un nouvel épisode de service, par exemple, pour éviter une dégradation de la situation psychosociale. Mais dans certaines régions, puis là, je dois nommer que c'est très inégal, hein, selon les régions du Québec, mais dans certaines régions, il est difficile, notamment en raison du volume de clientèle, de faire de nouveau appel aux services de réadaptation. Donc, ça constitue aussi un frein d'accès là, pour la population. Évidemment qu'une fois qu'on est dans les services, différentes problématiques peuvent amener une fin précoce, hein, des services, quels qu'ils soient, dans le milieu hospitalier ou de réadaptation. Des gens qui, pour différentes raisons, vont avoir des difficultés sur le plan de la collaboration avec les soignants, qui vont présenter des comportements perturbateurs. Carolina nous en a parlé. Il y a toute une variété de symptômes liés au TCC qui peuvent amener des comportements, surtout chez des gens, tu sais, qui ont un bagage au niveau de la comorbidité ou un bagage psychosocial un peu plus lourd. Ben, on a plus de chances d'avoir des comportements qui sont parfois difficilement compatibles avec le contexte de soins. Et souvent, les intervenants sont très peu outillés pour y faire face là, dans les centres de réadaptation. Et aussi, toute personne vivant là, vraiment une instabilité qui ne peut pas être rejointe par téléphone, qui a du mal à se conformer à un horaire, par exemple, de réadaptation. Je parle ici des services externes, mais là, on a vraiment aussi un frein supplémentaire, là, et souvent, ça peut mener à une fin de service pour ces personnes.
Donc, évidemment, hein, on a plusieurs défis dans notre continuum de services. Donc, je l'ai nommé le besoin que nos services soient davantage organisés autour des besoins chroniques de la personne, c'est-à-dire que les besoins, évidemment, les plus aigus sont peut-être pendant les 2 premières années qui font suite à l'accident au TCC. Mais quand on parle de personnes qui vont vivre toutes sortes de choses dans leur vie, il va y avoir des besoins tout au long de la vie, notamment en lien avec le vieillissement ou avec toutes sortes de phases de transition problématiques de la personne. Aussi par rapport à la diversité des besoins de ces personnes-là et de leur complexité, notamment les services de première ligne actuellement sont beaucoup axés sur les besoins physiques, par exemple, au niveau des soins, et cetera. Et là, étant donné de toutes les séquelles cognitives de la personne et comportementales, des fois, les besoins sont davantage complexes, hein, tu sais, sur le plan de la régulation des émotions, sur le plan de la capacité à s'organiser, à planifier pour avoir accès à certains services complémentaires. Donc, on a encore du chemin à faire sur ce plan-là. Évidemment, on a encore besoin de faciliter là, les collaborations intersectorielles. Encore de l'amélioration entre le continuum de services et le milieu communautaire, hein. On sait que le milieu communautaire tient vraiment une grande place dans le continuum de services, hein. Il en fait partie de façon intégrante, fait partie du continuum de services. Mais on a besoin que l'ascenseur soit bidirectionnel, c'est-à-dire que les services communautaires qui perçoivent des situations complexes, des gens qui ont des besoins, puissent de nouveau se tourner vers le système de la santé qui, eux, pourraient reprendre en charge certains de ces besoins-là, ce qui n'est pas encore le cas partout, on va le dire comme ça. Et beaucoup de sensibilisation aux enjeux liés au LCA. Je trouve que les parcours et les thèmes que William abordait tantôt, moi, ça m'allume sur tous les besoins de sensibilisation, qu'il s'agisse des médecins de famille, des premiers répondants à l'urgence, de n'importe quel professionnel de la santé qui agit dans les services de toxicomanie, de santé mentale ou autres, même les gens qui sont dans le service communautaire, de comprendre, d'avoir au moins la puce à l'oreille que certaines des difficultés de la personne puissent être en lien avec une lésion cérébrale. On sait que c'est extrêmement fréquent notamment chez nos gens qui sont en situation d'itinérance. Et j'ajouterais à ça, dans les défis, c'est de continuer à développer les offres de services spécialisés pour les troubles de comportement / troubles graves du comportement. Donc, ces services-là, même à l'intérieur du réseau, sont peu développés pour notre clientèle RDP et les équipes bénéficieraient beaucoup de ce soutien-là là, pour essayer de mieux aider ces personnes-là. Par contre, il y a quand même beaucoup d'opportunités dans notre écosystème, hein. Il y a plusieurs des pratiques qu'on a vues dans la littérature qui s'arriment avec déjà les pratiques innovantes qui se font déjà, comme la réadaptation à domicile. On parle beaucoup de congés précoces assistés et de réadaptation à domicile dans nos services depuis quelques années. Et il y a beaucoup, finalement, des pratiques qu'on voyait dans la littérature qui sont un peu de ce type-là, c'est-à-dire de pouvoir adapter notre offre de service aux besoins de la clientèle où qu'elle se trouve. Évidemment, toutes les pratiques innovantes aussi qu'on a trouvées dans la littérature, ça rime avec la gamme de services. Je vous invite, c'est disponible sur Internet. C'est le ministère qui a donné aux établissements des orientations sur comment organiser leurs services. Cette gamme-là, évidemment, fait la promotion de la grande fluidité des services, entre services, une continuité, plus de services de première ligne pour les personnes en déficience physique, des services de première et de deuxième ligne, donc spécifiques et spécialisés, qui pourraient se coordonner de façon simultanée, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Ils veulent mettre en place des intervenants pivots, du soutien conseil pour les organismes. Donc, on veut vraiment décloisonner le réseau puis permettre un plus grand accès justement aux services spécialisés de réadaptation, non seulement aux patients, mais aux intervenants puis à la société en général. Donc, c'est déjà finalement une volonté là, de la part du ministère.
Il y a également un plan d'action pour les TCC légers que vous pouvez consulter, là, mais qui est aussi des lignes directrices, puis le développement de services finalement pour les personnes qui ont vécu une commotion TCC léger. Donc, il y a quand même une belle, disons, sensibilité de la part du ministère de vouloir développer ces services-là aujourd'hui. Et aussi l'implantation notamment d'équipes RCI, de réadaptation comportementale intensive, qui se fait tranquillement dans le réseau et qui sont là justement pour soutenir à la fois les intervenants du réseau et les partenaires dans la communauté. Encore une fois, tout ça, ce sont des volontés, ça demeure encore des orientations sur papier, mais c'est le sens dans lequel le réseau travaille aujourd'hui et c'est encourageant. Donc, un mot rapide sur ce qui a été vu dans la littérature comme pratique innovante pour réduire le risque d'itinérance chez les personnes TCC. On a regroupé là, nos 7 ingrédients, disons, gagnants, là, on a quand même recensé peut-être une vingtaine de programmes à travers le monde et beaucoup d'éléments se recoupaient entre ceux-ci. Donc, évidemment, peu importe où la personne, le programme était déployé dans le réseau, dans les organismes communautaires, etc., la notion de dépistage de la lésion cérébrale était pas mal toujours mise de l'avant comme un premier pas, même dans les milieux judiciaires carcéraux. La notion de pouvoir bien faire le bilan hein, de quelles sont les capacités sur le plan cognitif et fonctionnel de cette personne chez qui on aura eu un dépistage positif, c'était aussi quelque chose qui se faisait de façon quasi systématique. La notion de modifier l'environnement, hein, non seulement pour qu'il soit accessible physiquement pour certaines personnes qui ont des enjeux sur le plan physique, mais ici, on va aussi penser au déficit cognitif de la personne. Donc, comment rendre l'environnement notamment plus épuré pour que la personne soit plus en mesure d'organiser les choses, d'avoir des rappels visuels, etc. Beaucoup d'enseignements de formation à l'ensemble des acteurs du réseau sur les lésions cérébrales et leurs conséquences, justement, cognitives, fonctionnelles, comportementales. L'accompagnement, finalement, des personnes touchées, de leurs proches et des intervenants, justement, de façon individualisée. Beaucoup visés à long terme, hein, tu sais, donc beaucoup de programmes visaient les milieux carcéraux et voulaient vraiment faire un arrimage, avaient vraiment ce souci-là de mettre en place des choses lors de la sortie de la personne et que ces choses-là soient, que ces services-là se maintiennent là, sur un long terme pour vraiment soutenir la personne dans les différents moments de sa vie. Et quelque chose qu'on ajoute, c'est vraiment la réadaptation comportementale, qui peut être un enjeu parfois là, vraiment de première importance chez la personne pour pouvoir faire en sorte qu'elle fonctionne mieux dans les services. Il faut vraiment parfois adresser les comportements là, en priorité. Donc, quelques exemples de pratiques qui ont été relevées. Donc, effectivement, des programmes qui permettaient justement d'enseigner aux intervenants comment communiquer simplement, directement avec une personne qui a des enjeux, des difficultés cognitives au niveau de la compréhension, etc. Comment adapter les horaires, les rendre plus flexibles, comment s'entraîner à faire des objectifs avec la personne là, selon la méthode SMART ici, mais de pouvoir rester sur des objectifs concrets à court terme que la personne était capable de bien comprendre. Beaucoup de formations, effectivement. Ici, ça se faisait notamment dans une clinique de santé. Donc, on avait une variété d'intervenants qui finalement avaient été mieux outillés pour desservir la clientèle des gens qui avaient des lésions cérébrales. Beaucoup de collaboration interdisciplinaire. Hein. Ici, justement, on parle d'un forum qui avait réuni des gens de la réadaptation et des gens du milieu carcéral, judiciaire, pour justement pouvoir mieux saisir les enjeux. Hein. On sait qu'il y a vraiment un risque plus élevé de judiciarisation puis d'incarcération chez cette personne-là. D'autres initiatives de partenariat, là, comme par exemple des répits, donc des services de réadaptation dans des lieux de répit, par exemple, qui était un bel exemple de collaboration.
Et beaucoup de programmes mettaient l'emphase sur la présence d'un professionnel expert, disons, en lésions cérébrales acquises, qui permettait de soutenir la personne, donc ici, soit en répit, soit en milieu carcéral, soit même dans un milieu d'hébergement. Donc, ils incluaient là, dans l'équipe un professionnel expert qui permettait d'évaluer la situation puis de faire des plans d'intervention individualisés et qui allait même faire là, finalement le suivi de ce plan d'intervention-là avec la personne, puis qui avait aussi le rôle de liaison, hein, parce que pour que ça fonctionne, le plan, ben, cette personne-là faisait le lien avec les proches, avec les autres services pour bien expliquer les besoins de la personne, les choses, les interventions à mettre en place, etc. Donc, c'était comme un conseiller qui s'ajoutait finalement aux équipes. Et le même type d'initiative se faisait, mais finalement centré plus sur la gestion des comportements. Donc, des professionnels experts aussi qui pouvaient agir en consultation pour évaluer justement, par exemple, la fonction du comportement, ses déclencheurs, faire un plan d'intervention, comment prévenir, les comportements, comment faire un plan de crise avec la personne lorsque des situations surviennent. Et encore une fois, un même type de rôle de liaison qui permettait là, de diffuser toutes ces bonnes pratiques là, à l'ensemble des partenaires qui interviennent auprès de la personne. Merci, Geneviève. Merci. J'allais te ramener dans le temps, mais t'as super bien fait ça. C'est excellent. Donc, on parle de pratiques innovantes. On en a un exemple. Donc, je ne prends pas un grand temps de transition pour céder la parole à Benoît, qui va nous parler du projet, du service qui a été développé dans son milieu. Oui, bonjour tout le monde. Benoît Durand, directeur général de Servio, comme Laurence l'a dit. Je suis aussi du côté de l'hébergement avec Milieu de vie TCC. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, dans le fond, au niveau de la clientèle TCC versus itinérante. Comme c'est nommé, là, les organismes communautaires, on est le 14e maillon là, du consortium de traumatologie. Donc, on est au bout de la ligne. Mais comme disait Carolina, là, suite à un TCC, les gens ont quand même une vie. Donc, il y a un parcours de vie suite au TCC qui se réalise dans les organismes communautaires. Je veux prendre un petit moment. On a vu le logo tantôt de Connexion TCC. On est quand même 13 organisations au niveau du traumatisme crânio-cérébraux au Québec. Donc, moi, au niveau de Servio, on couvre Québec, Chaudière-Appalaches. Par contre, dans le fond, il y a des associations partout au Québec. Donc, peu importe la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez faire appel à une association de personnes traumatiques crânio-cérébraux via Connexion TCC. Dans le fond, le projet, dans le fond, qu'on a mis en commun avec la collaboration notamment de l'Aube-Rivière avec Benoît Desrochers qui travaille sur le projet de recherche aussi également. Quand on a commencé à en jaser, on s'est aperçu qu'il y a effectivement on en a parlé, là, beaucoup de personnes itinérantes qui ont un traumatisme crânio-cérébral. Et nous, on le voyait déjà dans notre pratique au niveau des associations TCC, dans le sens où on voit qu'il y a des comportements faits par ces personnes-là qui les poussent vers l'itinérance, veut pas, de par des problématiques de comportement, de par des refus de soins. Tantôt, on parlait avec Geneviève là, des fois des soins qui sont écourtés ou des choses comme ça. Des fois, c'est la personne, de par ses comportements, qui vont décider de mettre fin à des soins ou à des services. Donc, c'est certain que souvent, ça va pousser les gens vers de l'itinérance. Et il y a une réalité qui est là. Puis, on s'apercevait aussi que beaucoup des interventions, des manières de travailler, que ce soit en TCC ou en itinérance, étaient quand même similaires. Tu sais, la flexibilité au niveau de l'intervention, au niveau aussi En fait, des patterns de c'est des vie affaires, mais tu de sais, ça ces fait pas du gens-là. Oh, normal. Tu excusez. sais, tu peux pas, même si t'es trompé une journée, c'est pas grave. Donc, C'est les ça. patterns, je vais C'est ça. continuer. Je ne sais pas qui est DACA 2198, mais donc, dans le fond, les patterns de vie des personnes aussi qui les amènent vers l'itinérance, puis le lien que les organismes communautaires peuvent avoir, autant au niveau du TCC qu'au niveau de la clientèle itinérance, avec ces personnes-là pour amener tantôt on parlait d'experts ou de suivi, on parle toujours de la chronicité du TCC, donc entre les épisodes de service ou entre les choses, il faut qu'il y ait un lien qui
qui souvent est les organismes communautaires. Donc, c'est la particularité qu'on voulait adresser avec l'Aubrivière. Fait que ce qu'on a mis en place au niveau de chez Servio, nous, on voulait vraiment aller à la rencontre des personnes dans leur milieu, au niveau plus de l'itinérance, dans la rue. On ne souhaitait pas, nous, amener les gens vers l'organisation, mais bien aller à leur rencontre. Et l'idée des organismes communautaires, nos idées au niveau de Servio, c'est beaucoup d'aller, de travailler en collaboration pour établir un lien, pour établir un filet de sécurité autour de ces gens-là. Fait que le plus d'acteurs on va pouvoir mettre autour de ces gens-là, que ce soit au niveau volet itinérance, que ce soit au niveau volet TCC, que ce soit le réseau de la santé avec les services de proximité, le plus de gens on va se trouver autour de ces gens-là, mieux ils vont se porter, puis le mieux on va pouvoir les supporter. Ce qui fait en sorte que si, à un moment donné, pour une problématique X ou Y, ils tassent un intervenant parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que, bon, bref, on sait tout ce qui peut arriver en trouble de comportement, ben au moins, il va en rester d'autres autour. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'un bout de temps, ils sont contre le CIUS. Là, oups, un bout de temps, c'est l'organisme communautaire qui fait quelque chose qui les rend pas heureux. Donc là, ils sont contre l'organisme communautaire en TCC. Oups, on se tasse un peu, on revient. Puis là, ben, au moins, on est capable de prendre le relais puis d'assurer quand même un suivi auprès de ces personnes-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est, dans le fond, on a fait l'embauche chez Servio d'un intervenant pivot qui va se rendre. Ben là, on commence avec l'Aubrivière parce qu'il faut commencer quelque part, mais on souhaite là, que cet intervenant-là se promène dans les différents services en itinérance. On commence du côté de Québec, mais on souhaite aussi aller du côté de Chaudière-Appalaches. On va voir là, les ressources qu'on a et ce qu'on est en mesure de déployer, mais en tout cas, l'objectif est celle-là. Donc, on veut vraiment que la personne, l'intervenant pivot, se promène dans les organismes, se promène dans la rue, rencontre des personnes itinérantes, voit un peu. Tu sais, tantôt, on parlait de dépistage. C'est pas simple de dépister de la clientèle TCC au niveau de l'itinérance. On va travailler beaucoup avec l'histoire de vie, un peu comme William vous parlait tantôt. On va aller avec, bon, est-ce qu'il y a eu une chute? Est-ce que, oups, des fois, on va s'apercevoir que finalement, la personne, elle a été vue en réadaptation, elle est sortie de réadaptation, l'histoire de vie l'a poussée vers l'itinérance, mais on le sait qu'il y a quand même un historique au niveau de la réadaptation qui existe. Donc, est-ce qu'on peut aller rechercher des choses? Est-ce qu'on peut réactiver des dossiers au niveau des centres de réadaptation, des choses comme ça? Donc, c'est des choses comme ça qu'on souhaite faire avec ces gens-là. C'est certain que nous, au niveau communautaire, on a la particularité c'est certain que pour avoir accès à 100% de nos services, nous, on travaille avec des traumatisés crânio-cérébraux modérés sévères, donc on va avoir besoin d'un diagnostic. Par contre, pour cette branche-là de nos services, on n'a pas une obligation là, d'avoir, tu sais, en premier lieu au niveau du dépistage et tout ça, d'avoir un diagnostic formel. On souhaite en avoir un parce que ça va nous aider après ça pour amener la personne au niveau des services, puis au niveau des services dans nos organisations. Mais dans un premier lieu, on veut vraiment faire de la sensibilisation, on veut vraiment aller en parler. On veut aussi en parler aux équipes qui travaillent avec les personnes TCC et itinérantes. On veut aussi apprendre de la clientèle, des pratiques qui sont en itinérance parce que oui, on a une particularité au niveau de TCC, mais loin de nous l'idée de nous proclamer experts en itinérance. On ne l'est pas du tout, en fait. Donc, on apprend des deux côtés. C'est vraiment un partage de connaissances du côté qui nous amène aussi beaucoup au niveau TCC parce qu'on voit qu'il y a une particularité il y a quand même une particularité au niveau des services itinérance que bien honnêtement, on n'avait pas vu. C'était moins sur nos radars. On était comme deux grandes solitudes, un côté et l'autre. Puis plus on se permet d'échanger, plus on permet de confronter nos idées, de regarder un petit peu les pratiques qu'on peut faire, bien, plus on s'aperçoit que finalement, de part et d'autre, c'est gagnant pour les deux organisations parce que nous, notre but, c'est que peu importe où la personne TCC elle est, on est en mesure de lui donner des services. Et du côté de l'itinérance, ben, peu importe la personne, elle a quel diagnostic, tout ce qu'on souhaite, c'est d'être capable de la supporter pour la permettre de se réaffilier à des réseaux, puis à se réaffilier à la société et améliorer sa condition de vie. Puis
à la limite de où elles souhaitent le faire. Tu sais, nous, on accompagne les gens, peu importe si le but, si la personne souhaite demeurer dans la rue ou souhaite, tu sais, pour une raison X ou Y, on va l'accompagner là où elle est. Puis l'idée n'étant pas de dire, ben viens, nous, on connaît tout ça, puis on va te ramener dans le système de santé et les centres de réadaptation. Si c'est le souhait de la personne, on va l'accompagner là-dedans. On veut vraiment travailler avec les besoins de la personne et les souhaits surtout de ces gens-là. Puis on s'aperçoit, c'est ça, quand on est arrivé au niveau itinérance, souvent beaucoup de groupes nous disaient, ah mais non, mais les données que Carolina vous a données tantôt au niveau du pourcentage de personnes qui ont des lésions cérébrales acquises au niveau de l'itinérance, on nous disait, ah ben non, mais c'est beaucoup trop élevé, ça n'a pas de bon sens, ou ils ont pris leur chiffre. Finalement, plus on creuse, plus on en parle avec eux, plus ils font, ah ben oui, c'est vrai, un tel, ah ben oui, on ne comprenait pas pourquoi Monsieur X, on lui enseigne des choses, ça revient toujours, c'est toujours une roue, c'est toujours, il y a moins de facilité à apprendre des choses, c'est toujours tout le monde autour qui a un problème, puis lui, il n'y en a pas de problème. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la gnosognosie, là, qui est une particularité au niveau du TCC qui, des fois, cause des problèmes. Donc, on veut vraiment s'entraider là-dedans. Puis on le sait pertinemment qu'une personne TCC, si on ne l'accompagne pas, si on ne l'aide pas au niveau de ses comportements, au niveau des services qu'on offre, si une personne TCC, si on ne s'en occupe pas, elle va s'occuper de nous, puis elle va désorganiser l'ensemble des services qu'il y a autour d'elle si elle n'a pas le support dont elle a besoin. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. On va voir où tout ça va nous mener. Bien honnêtement, ma préoccupation, c'est plus le projet avance, plus on s'aperçoit qu'il y a d'énormes besoins de ce côté-là. Donc, comment on va faire pour être capable de suivre la cadence puis de donner le support à ces gens-là? On va trouver des solutions, on en a toujours trouvé, mais c'est un peu la particularité, mais on a trouvé, en tout cas, de par ces manières de travailler là, des alliés du côté de l'itinérance qui sont très, très intéressants pour nous et qui, je pense qu'on va pouvoir supporter plus de gens à ce niveau-là et comprendre une réalité. Souvent, nos personnes TCC, il y a la réadaptation, ils arrivent dans les organismes communautaires, puis là, à un moment donné, oups, ils disparaissent parce que, bon, ils se sont exclus ou tout ça. Ben là, on s'aperçoit que finalement, quand ils disparaissaient, on le savait très bien qu'ils se retrouvaient quelque part, là, mais on n'avait peut-être pas mis le doigt sur où ils se retrouvaient exactement. Ben là, on en retrouve où on est là. Fait qu'ils disparaissaient de notre radar. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit notre radar de personnes TCC pour s'assurer de le garder un temps soit peu sur le radar pour pouvoir aller le supporter, peu importe, ou aller supporter l'organisation qui va lui donner le soutien, que ce soit une organisation en TCC, en itinérance ou peu importe. L'important là-dedans, c'est que la personne soit soutenue tout au long de sa vie. Puis, tu sais, la chronicité du TCC, on en a parlé, l'importance. Puis, tu sais, j'aime beaucoup aussi quand Geneviève dit la bidirectionnalité des services. Tu sais, c'est beaucoup pour ça qu'on se bat aussi de dire il y a les services du réseau. Après ça, nous, on arrive au niveau communautaire. Donc, le consortium est super bien fait sur un sens. Dans le fond, top-down, j'oserais dire, là, de l'accident vers le communautaire. Puis là, ce qu'on travaille, c'est de dire, bon, ben, quand il arrive sur le communautaire puis on a quelque chose à travailler, ben, est-ce qu'on peut faire remonter l'ascenseur au niveau des services? Ça fonctionne bien dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est à se parler puis à communiquer qu'on va. Puis la recherche nous aide aussi parce qu'après ça, on peut venir épauler certains de nos des fois, on se demande, tu sais, on a des impressions, on a des feelings, on se dit, bon, ben, de part, bon, ça fait quelques années qu'on travaille comme ça, puis ça fonctionne. On comprend pas trop pourquoi. Fait que la recherche vient nous aider de mettre des mots sur ce qu'on fait et les données probantes. Donc, c'est pour ça qu'on participe aussi. Fait que ça, c'est super intéressant pour nous. Donc, c'est là qu'on en est. Donc, on va voir comment tout ça va se déployer, mais on y croit beaucoup. Je pense qu'au niveau, en tout cas, les échos qu'on a du côté des organismes avec lesquels on travaille sont hyper positifs aussi. Là. Benoît Desrochers de l'Aubrivière ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, ce midi, mais on s'entend pour dire que c'est hyper positif de part et d'autre.
Excellent. Donc, merci Benoît. Très intéressant. On a vraiment hâte de voir où s'en va ce projet. Donc, on prend quelques minutes pour une table ronde, hein. L'idée, là, c'est vraiment de discuter entre les panélistes, de voir qu'est-ce qui ressort finalement de ces conversations-là. Moi, quelque chose qui me frappe personnellement, c'est toute cette idée du poids que portent finalement les milieux communautaires, autant en TCC qu'en itinérance, face à des personnes qui sont un peu arrivées au bout des ressources et des services. Euh, on a parlé des fins précoces. Geneviève a parlé de fins précoces. Carolina a parlé d'une organisation qui n'est pas compatible avec la nature chronique du TCC. William a abordé l'idée de personnes, hein, pour qui les services en déficience physique, finalement, ne conviennent pas, qu'ils se font expulser, qu'il y a une fin précoce. Donc, on revient à cette idée-là. Et moi, ça me questionne sur les attentes qu'ont les institutions, finalement, face aux personnes TCC. On pourrait penser que, finalement, c'est des personnes qui ont certaines vulnérabilités ou qui ont des besoins de soutien, enfin, disons-le comme ça. Et comment, finalement, les attentes des institutions peuvent cadrer la trajectoire des personnes. À la limite, comment les attentes des institutions face aux personnes ou la vision qu'ont les institutions face aux personnes peuvent produire des inégalités de santé. Donc, je lance ça, puis je vous amène à répondre selon vos angles respectifs. Peut-être je peux commencer. J'aime beaucoup ce que Benoît disait qui tombe de notre radar. Je pense que c'est vraiment ça, tant dans le milieu communautaire que dans le milieu de la santé. Quand on donne congé, nous, puis il tombe de notre radar. Puis notre objectif, si on regarde en réadaptation ou en soins aigus, c'est de donner congé. Tu sais, c'est que la personne retourne chez elle, qu'elle reprenne ses activités. C'est ça notre objectif. On va faire un certain suivi, mais ça ne durera certainement pas des années. Fait que les attentes du réseau, un succès, c'est un congé à domicile. Ce qui va arriver sur le long terme, ça ne rentre pas dans nos stats, ça ne rentre pas dans nos critères. Fait que je pense que c'est là qu'il y a vraiment un manquement. Parce que la personne disparaît de notre radar, mais elle ne disparaît pas. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a à se re-questionner dessus. Là, je vois qu'il y a des questions dans la salle, mais là, je vais garder les quelques minutes pour les panélistes, juste pour répondre à cette question-là. Puis après, on va prendre les questions dans la salle. Donc, Benoît, vous voulez ajouter? Oui, mais tu sais, quand on parle d'attente du réseau, souvent, ou du réseau, moi, je dis du système, là, peu importe le nôtre ou le réseau de la santé, mais on s'attend souvent à ce que ces gens-là viennent à leur rendez-vous, prennent rendez-vous dans leur agenda, respectent les temps qui sont impartis au niveau du rendez-vous, arrivent dans un état où ils sont pas fâchés, où ils sont pas où, dans le fond, ils sont très calmes. Euh, c'est pas des particularités qu'on voit beaucoup chez la clientèle dont on parle aujourd'hui. Donc, TCC, itinérance, c'est certain quand tu leur parles d'arriver à rendez-vous, de tout ça, d'avoir des devoirs aussi. Moi, je vois souvent, bon, ben, il faut que ce soit fait pour le prochain rendez-vous. Ils savent même pas des fois ce qu'ils vont faire dans la prochaine journée, où ils vont manger, où ils vont dormir. Fait que, veux pas. Fait que oui, les devoirs qu'on donne, toute la structure qui est essentielle pour le fonctionnement de notre système, puis même au niveau communautaire, là, on essaie d'être le plus souple possible, mais on a besoin d'avoir une structure quand même si on veut respecter, bon, nos horaires, les employés, ici et ça, là, on veut pas, c'est la réalité. Mais ça fait en sorte que de par la bande, on exclut ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la capacité. Si tu lui donnes un rendez-vous dans une semaine puis tu ne l'appelles pas la veille ou même une heure avant pour qu'il se pointe, ça se peut très bien qu'il t'ait oublié puis qu'il ne se pointera pas, là. Puis là, ben, on ferme le dossier parce que la personne n'est pas motivée. On met fin à l'épisode de service parce que finalement, elle ne respecte pas les cadres de son entente. Et, oups, là, nous, on les voit revenir dans le communautaire en disant: Ah, ben, notre dossier a été fermé. Et voilà.
Puis je suis vraiment d'accord avec ce que Benoît dit. Puis par rapport à ça, j'ai rencontré pendant ma maîtrise plusieurs professionnels de la santé et intervenants communautaires et des gestionnaires de ces deux milieux-là. Puis tous sont d'accord là, sur ce que Benoît vient de dire. Tu sais, ça fonctionne pas en ce moment. L'offre de service ne convient pas à cette clientèle-là. Puis tant les gens du réseau que les gens du communautaire sont d'accord pour dire qu'il faut adapter nos services aux besoins des personnes et pas le contraire. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces personnes-là corrigent ou modifient leur comportement pour pouvoir obtenir des services. Souvent, j'avais quelqu'un qui disait on ne demanderait pas à un paraplégique de marcher. Pourquoi on demande à un TCC d'être organisé? C'est la même chose. C'est une particularité au niveau du trauma crânien qui amène cette désorganisation-là. Donc, souvent, de par l'handicap invisible, on va leur demander des choses parce qu'ils ont de l'air à être capables de les faire. C'est pas nécessairement le cas. Geneviève, voulais-tu réagir ou Ah ben, je suis vraiment d'accord avec l'ensemble de ce qui a été avancé, là, vraiment. Je pense il y a quelque chose qu'on peut peut-être apprendre du réseau des gens qui travaillent en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, qui ont vraiment la culture de la réadaptation, mais sur un plan beaucoup plus large que ce que nous, on considère comme la réadaptation. Donc, sur le plan même de soutenir quelqu'un qui, dans ses apprentissages ou dans le développement de compétences, malgré la lésion cérébrale, la personne avec un soutien approprié peut être capable de développer de faire certains apprentissages puis développer certaines compétences. Puis, et ça peut devoir se faire sur du très, très long terme. Puis, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on aurait vraiment intérêt à développer là, dans nos directions déficience physique, notamment. Donc, on parlait de chronicité, mais aussi, j'ai le goût de dire, d'adaptation, réadaptation à long terme et de réadaptation comportementale. Moi, c'est vraiment mon dada, là, au niveau des troubles de comportement. C'est mon métier, c'est mon expérience. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je trouve, là. On pourrait, si on avait plus, finalement, de ressources, là, sur le plan de la réadaptation comportementale, des fois, c'est une porte d'entrée, là, vers des services que de l'adresser sous l'angle du comportement pour que la personne puisse, et l'adresser vraiment de façon complète, là, tu sais, dans l'analyse des fonctions du comportement, dans la réadaptation des capacités de la personne pour diminuer les comportements. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche, disons. Puis je trouve que c'est un peu notre culture là, dans le réseau aussi de voir ces personnes-là comme ayant un potentiel comme pendant 2 ans, disons. Puis après, on les laisse un peu avec le reste de leur vie à vivre. tout à fait? Ben, j'entends un changement de culture, un changement de paradigme, donc des grands chantiers devant nous. En amont du dîner d'apprentissage, on vous a demandé de regarder le complément du guide des bonnes pratiques en itinérance, le complément sur les personnes vivant avec une déficience physique. Pour les personnes dans la salle là, qui ne le savent pas, ça fait partie d'une liste de documents de fiches qui ont été développés par le CREMIS. L'idée, là, c'est pas d'essentialiser les personnes qui vivent avec une déficience physique, mais vraiment de mettre la lumière sur les difficultés les expériences particulières des personnes vivant avec une déficience physique. Et là, on va au-delà du TCC, de la lésion cérébrale acquise, mais je demanderais quand même à nos panélistes, juste avant d'ouvrir à la salle, si vous avez à peut-être dire, je pense que vous l'avez un peu évoqué, mais de dire plus spécifiquement comment est-ce que, sur quoi vous insisteriez pour soutenir la pratique d'intervenants et d'intervenantes qui sont appelés à travailler auprès de personnes qui ont une lésion cérébrale acquise, qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'aide. Ce serait quoi un élément central du guide qui serait porteur pour vous?
Je peux peut-être commencer. Moi, tu sais, il y a quand même des recommandations. D'abord, le complément est très bien fait, là, bravo pour l'avoir lu. Au niveau des recommandations, pour moi, c'est vraiment l'adaptation là, sur le plan de la communication puis des capacités d'organisation. Tu sais, on parle d'adapter les milieux d'hébergement et les environnements physiques. Et ça, comme ça peut être relativement évident, mais je pense que Benoît parlait d'handicap invisible. Pour moi, peut-être quelque chose sur lequel je peux insister, c'est non seulement on fait pas juste adapter l'environnement physique, on adapte aussi l'environnement social. Donc, comment moi, comme intervenant, je vais communiquer de façon claire et je vais donner aux personnes les outils pour compenser leurs difficultés cognitives, hein. Tu sais, l'exemple de Benoît est excellent, là, c'est-à-dire que si je te donne rendez-vous, si je veux pas te mettre en échec, comment je vais réussir jusqu'où je peux aller finalement pour compenser ta difficulté à t'organiser ou ta difficulté à te souvenir du rendez-vous, par exemple. Donc, je pense que essayer de voir les difficultés cognitives qui sont moins évidentes à voir et d'adapter justement cet environnement-là, mais l'environnement social. On fait partie comme intervenant de l'environnement social de la personne et nous aussi, on doit adapter notre façon de communiquer et d'intervenir. Si je peux construire sur ce que Geneviève vient de dire, je pense pour faire ça, je pense qu'on a à faire, c'est nous comme professionnels des équipes TCC, c'est de se rendre plus accessible. C'est difficile d'avoir accès à nos services. Tu sais, il y a tout un chemin pour se rendre. Tu as besoin d'un diagnostic, tu as besoin d'une référence, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Je pense qu'on doit sortir un peu l'expertise qui existe au Québec et la rendre en quelque part disponible pour ces personnes-là qui ont plus accès à nos services. Fait que je pense qu'il faut qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait faire le mieux pour plus de monde. Pas juste pour alléger l'urgence. Pour l'instant, nos programmes de réadaptation sont très, très, très axés pour libérer l'urgence, pour faire rouler les lits à l'hôpital. Beaucoup plus là que par rapport à aider le communautaire. Donc, c'est le réseau de la santé qui a un peu pensé les choses comme ça, parce que c'est ce qu'ils pensent rend le réseau de santé plus efficace, c'est ce qu'ils pensent je ne sais pas, coûte moins cher en quelque part si on libère des lits. Mais ça coûte très cher d'avoir des personnes en situation d'itinérance. Ça coûte très cher d'avoir des personnes qui ne sont pas accompagnées avec les connaissances qu'on a. Euh, on essaie de nous faire donner des services de réadaptation de plus en plus courtes. On donne des congés à des personnes qui sont de moins en moins prêtes à réassumer leur vie et donc de plus en plus à risque de vivre l'itinérance. Je pense qu'il faudrait qu'on s'assoie avec la nouvelle responsable de Santé Québec et qu'on parle de nos idées à nous sur ce qui peut être fait. Pas juste la chirurgie. C'est pas juste la chirurgie qui devrait prioriser à Santé Québec. Je pense qu'on a des idées, nous aussi. Voilà pour mon petit politique. Ah, ben, je pense que je clorerais sur ça parce que c'est une belle, un beau pas en avant. Puis je veux laisser des questions à la salle. Bon, une première personne qui lève la main, puis après, je prendrai peut-être ou j'inviterai les gens qui en ont posé dans la barre de conversation à le faire. Donc, Madame Désiel, peut-être vous présenter, dire d'où est-ce que vous êtes, puis poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. Je m'intéresse à l'itinérance, tout ça. Moi, je suis plutôt du domaine de la santé alternative. Je suis massothérapeute dans l'énergétique du corps, mais j'ai une ouverture pour... je voulais juste... En fait, moi, excusez-moi, je suis pas habituée de parler en public, là. Et puis, au départ, si je suis sensible comme ça, parce que j'ai fait mon deck en technique d'assistance sociale, avant même de faire mon métier que ça fait 35 ans que je fais. Fait que ce qui m'amène à écouter toutes ces belles conférences-là, c'est parce que j'ai à cœur d'élargir un petit peu les possibilités dans notre monde aussi. Je voulais juste vous partager euh, excusez-moi, je suis nerveuse. J'ai écouté, je me suis inscrite à un atelier avec l'école d'herboristerie Flora Medicina.
pour mon intérêt personnel, je ne suis pas herboriste du tout, mais je m'y intéresse. Et la personne qui est directrice de l'école, Caroline Gagnon, elle a fait un atelier sur la neuroinflammation. Elle a subi beaucoup de commotions cérébrales dans sa famille, dans ses clients, et des traumatismes crâniens comme ça. Et elle a fait cette conférence-là, moi, je vous suggère de rentrer en contact avec Caroline Gagnon de cette école-là. Elle explique très bien qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau biochimique, puis les conséquences aussi sur la santé, autant des maladies, des maladies, il y a toutes sortes de maladies qui sont instaurées par la neuroinflammation. Mais ce que j'entends aujourd'hui, ça m'éclaire tellement sur ce qui arrive aux gens qui ont subi des traumatismes crâniens jeunes, cumulatifs. Et puis, je pense que vous auriez avantage à vous ouvrir. Puis moi, c'est comme si dans ma visionnaire, moi je suis visionnaire, c'est comme si je vois des expériences avec des personnes atteintes de TCC, comme vous appelez, là, et de travailler avec les remèdes. Il y a des remèdes dont elle parle, là, ils ont leur méthodologie en herboristerie, c'est certain, mais il y a aussi un nouveau paradigme du côté des chercheurs pour comprendre tout l'impact de la neuroinflammation dans le cerveau au niveau physiologique et comportemental. Puis moi, je pense que je vous entends parler, puis je trouve que vous faites tellement des beaux efforts au niveau social, et c'est bien organisé et tout ça, mais en partant, il faudrait s'occuper de leur boîte crânienne, leur système neurologique inflammé, et ça les aide énormément. Il y a beaucoup de gens, on entend des témoignages une femme qui était psychologue, elle a eu un enfant autiste, donc c'est une maladie aussi. Elle a soigné avec tout un mode là, qu'elle a développé aussi, puis qu'elle enseigne maintenant. Mais il existe beaucoup de choses pour aider des gens qui ont des maladies mentales, autant que puis les traumatismes crâniens et tout ça. Je suis certaine qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Fait que moi, je voulais juste au moins vous référer la référence de Caroline Gagnon. Puis je ne suis pas payée pour ça, pour vous le dire, là. Moi, je fais ça vraiment parce que j'ai ça à cœur. Donc, l'école d'herboristerie Flora Medicina, elle-même, elle a subi des traumatismes crâniens. Excusez-moi. Puis, Bonjour, Madame Désir. Merci beaucoup pour votre intervention. On aimerait juste laisser oui, la oui, possibilité à d'autres personnes de parler. C'est ben oui, intéressant. Merci. certain. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Excellent. Je vois que Mme Normandin qui avait posé aussi une question dans la barre de conversation, donc je vous inviterai à la poser si vous êtes à l'aise. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, parce que je suis pas sûre, moi aussi. OK, parfait. Oui, c'est ça, je voulais savoir, comme ça n'a pas été abordé, c'est quoi la prévalence de coprésence, puis j'ai sûrement pas les bons termes, là, de traumatisme crânien et de traumatisme psychologique. Par exemple, chez les personnes qui ont vécu de la violence conjugale ou qui auraient acquis leur lésion suite à une attaque physique, par exemple, et qui auraient laissé aussi d'autres traces qui peuvent peut-être avoir des conséquences similaires, mais aussi différentes. Donc, c'était ça ma question. Je peux peut-être tenter une réponse, là. Corrigez-moi si je me trompe, Laurence puis Carolina, mais à ma connaissance, on n'a pas de chiffre là, de pourcent. Il y en a. Mais en tout cas, je peux vous dire que dans les entrevues qu'on a faites, c'est clair qu'il y avait une partie très importante là, de nos participants qui avaient vécu plusieurs traumatismes là, répétés, puis parfois ça devenait même impossible de différencier la lésion cérébrale ou le traumatisme crânien des autres euh, éléments traumatisants au cours de la vie parce qu'il y en avait vraiment dès l'enfance, puis ça continuait tout au long de la vie, puis à travers ça, il y avait des lésions. Puis donc, à ce moment-là, c'était pas comme la lésion en tant que telle qui devenait un point tournant ou un élément marquant. Euh, mais au niveau des chiffres en tant que tel, moi, je ne suis pas familier Je là. pense qu'Arodina voulait.
Juste un morceau de la réponse, excuse. Juste dans le contexte de violence conjugale, donc on a différents projets en cours là, sur TCC et violence conjugale. Et chez c'est principalement des femmes, 96% des femmes en violence conjugale. Et les études, ça varie beaucoup, là, mais en termes de prévalence de TCC dans les contextes d'agression physique, ça peut aller jusqu'à 80% là, selon les études. Donc, la prévalence de traumatisme crânien, lorsque c'est des violences conjugales physiques, avec coup à la tête, étranglement, la présence d'un TCC, là, c'est vraiment très élevé. Je sais que ça répond juste à une partie de votre question parce qu'il y avait d'autres morceaux, mais c'est le seul morceau que je peux contribuer à la réponse. Oui, puis c'est quand même assez complexe en fait, parce que donc on sait par exemple que il y a un certain nombre de personnes, entre autres des femmes, qui vivent avec un trouble de stress post-traumatique, par exemple, en plus du TCC. Donc, ce qu'on sait, c'est que le contexte de violence, puis on se rappelle là, qu'il y a quand même plusieurs de nos participants qui ont eu des impacts répétés à la tête, entre autres pendant l'enfance, pendant l'adolescence. C'est généralement en contexte de violence. Et ces violences-là, finalement, ont des impacts au niveau des lésions cérébrales, mais également au niveau, on sait qu'il y a un lien avec la consommation de substances psychoactives, avec différents diagnostics de santé mentale. Peut-être le point que j'amènerais, c'est ce qu'on voit aussi, c'est la question de l'ombrage diagnostique, qui peut être dans les deux sens, mais où les personnes peuvent avoir un diagnostic d'un trouble de santé mentale, mais finalement, ça a été diagnostiqué sans nécessairement que la lésion cérébrale, euh, qui n'avait pas été diagnostiquée à la base, soit reconnue comme un facteur contributif. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point à laquelle on veut s'intéresser dans les prochaines années, mais c'est certainement quelque chose qui complique le travail des intervenants, peu importe le secteur, quand il y a cette présentation euh, complexe et multiple. J'espère que ça répond à votre question. Excellent. Je pense que oui. Donc, il nous reste, il nous reste quand même du temps. Donc, on n'est pas si rushé. Donc, j'inviterai Mme Ferreira à partager sa question. Oui, en fait, ben, je vais faire du pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire, Laurence. Concernant, moi, je travaille avec des personnes en situation d'itinérance, fait que j'en vois beaucoup de ces comportements-là qu'on va qualifier de comportements atypiques et désagréables. Puis, si je peux émettre un certain commentaire, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, on est dans une société qui met beaucoup en prévalence la notion de respect dans tous les services. Et ce qui fait que souvent, ben, ça nuit à cette réponse-là dont les usagers auraient besoin parce ils seront pas respectueux dans la première approche. Tu sais. Fait qu'il faut être capable, je pense, de se mettre de côté un peu pour pouvoir vraiment bien les aider. Puis, là, tu parlais d'ombrage au diagnostic. Justement, j'accompagne, moi, un usager qui a un historique de multiples traumatismes crâniens, mais aussi des traumatismes de violence dans la jeunesse. Et ce qu'il a reçu comme diagnostic officiel, c'est plutôt un trouble en santé mentale, donc au niveau des troubles de personnalité. Fait que ma question, ça serait comment est-ce qu'on peut faire dans un système médical qui voit pas, qui considère pas nécessairement les TCC dans le long terme pour aller chercher le diagnostic approprié. Tu sais, on parlait de dépistage, là. Ça serait, avez-vous des pistes à nous offrir pour que je puisse l'accompagner de façon efficace? Geneviève, je vois à ton non-verbal que tu as envie de répondre. Ben, donc, des pistes pour aller chercher le diagnostic ou pour intervenir? Ben, tu sais, en fait, là, moi, je suis quand même beaucoup impliquée dans son dossier. Je vois que tout ce qui est gestion de paperasse, approfondir, ne serait-ce que ses démarches personnelles au niveau de sa santé, au niveau de l'aide sociale, tu sais, là, c'est vraiment Mm. précaire, sa situation, il y a un logement, puis tant mieux, tu sais, mais justement, c'est pas quelqu'un que je voudrais trouver dans la rue, là, et ça serait pas une bonne idée. Et là, on fait donc des démarches auprès du système médical pour qu'il soit traité et soigné et accompagné d'une façon appropriée et non comme quelqu'un qui a un trouble de personnalité, tu sais. Puis aussi pour que sa condition soit reconnue à l'aide sociale pour qu'il puisse améliorer sa condition de vie. Fait que, mais c'est comme si c'est comme si on fait face à un système médical qui n'est pas au courant de cette situation-là,
voyons, Ouais. des conséquences, puis qui sait pas, en tout cas, c'est comme si on met les TCC de côté, puis on les prend pas en considération, fait qu'on n'arrive pas à aller chercher les soins appropriés, là. Je sais juste pas comment aborder ça d'une Ben, façon... clairement, ben, est-ce que, tu sais, si là, je pense rapidement, tu sais, à pouvoir évaluer, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense à l'ergothérapie, là, je pense à la neuropsychologie, mais là, peut-être que c'est hors de portée de dire de pouvoir avoir au moins une idée comme des capacités fonctionnelles de cette personne-là. Parce que normalement, un trouble de la personnalité ne va pas affecter ni le niveau d'organisation là, dans le day-to-day, là, de dire je suis capable de remplir un formulaire, de planifier mon horaire. Le trouble de la personnalité va affecter vraiment le comportement à l'intérieur de la relation avec l'autre. Je vais être extrêmement sensible par exemple, du rejet réel ou perçu, par exemple. Et Ouais, là, je peux avoir des réactions hors proportion. Mais là, ouais. si vous parlez vraiment de difficultés de mémoire, d'organisation, de planification, c'est peut-être une porte d'entrée là, ou un angle pour faire valoir l'aspect plus neurologique là, dans la vie de cette personne-là. Puis, tu sais, s'il y a eu passé au niveau de la consommation ou etc., on peut aussi faire, tu sais, sans avoir un diagnostic de TCC, un médecin, si on met ces éléments-là de l'avant, pourrait quand même statuer sur la présence de séquelles cognitives liées à différents événements qui affectent le cerveau, que ce soit la consommation, la violence, etc. Statuer sur la présence de différentes séquelles cognitives, c'est ça? Oui, tu sais, le médecin pourrait dire, sans mettre le diagnostic de TCC, oui, cette personne-là a des troubles cognitifs liés à différents événements là, qui sont, tu sais, possiblement causés par l'historique de consommation, plus certains coups à la tête. Tu sais, des fois, c'est Oui. un florilège de causes là, qui amènent les conséquences fonctionnelles. Parfait, je vous remercie de votre piste de réflexion. Merci. Naomi, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question du public? Super. Donc, Isabelle, désolée, je n'ai pas votre nom de famille. Si vous voulez poser votre question. Oui, ben, c'est un peu la même chose pour les gens qui ont des problèmes cognitifs ou qu'on arrive avec des gens qui ont des multi-problématiques, genre déficience intellectuelle, qui s'ajoutent à toutes sortes de choses. Ces gens-là sont bumpés un peu d'un système à l'autre, puis finalement se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas de service pour eux autres. Puis des fois, en fait, moi, je viens de passer dans le système de réadaptation, là. Puis une des choses que je reproche au système, c'est la compartimentalisation, l'objectivation des personnes. Ce qui fait que quand, mettons, on a besoin de parler, mais c'est pas à lui que tu parles. Tu comprends-tu? Donc, sur le lien humain, ça fait des gens qui finissent par ne plus avoir confiance au système. Puis on leur dit, ben, c'est leur faute, hein? Mais en fait, le système produit ces vulnérabilités-là justement parce que tu as une professionnalisation qui n'a pas le droit de faire ça, puis là, c'est à l'autre à faire ça. Mais ça crée de la vulnérabilité, là, puis la personne finit par perdre un peu le sens du bien humain, où l'intervenant le fait, mais en se disant, je vais me faire taper ses doigts là, si je suis dans l'écoute. Si je suis juste dans l'écoute, ça, c'est au psy. Hein? C'est pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a toujours envie de le voir un psy juste pour se faire écouter. Puis juste se faire écouter une fois, ça règle très bien les problèmes. Donc là, j'ai envie de nommer ça dans la priorité de ce qu'on devrait porter dans la. Tu sais, c'est comme ce que vous disiez, là, la dame, là, dans la critique par rapport au système. On n'est plus en train de faire une culture de soins. C'est le drame, il y a beaucoup de choses qui se créent à partir de là. Puis c'est pas vrai qu'on ajoute plein de structures, puis un problème spécialisé, puis un problème spécialisé. Oui, mais on crée trop ça, puis on perd de lien la base en lien humain. Puis ben, c'est des gens qui sont désaffiliés. L'itinérance, c'est ça, la perte de lien humain. Puis on fait un système qui crée une perte de lien humain. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est très pertinent, en fait. Puis pour conclure, j'animais le mois dernier, c'est mon blitz d'animation, un webinaire sur les pratiques sensibles au trauma
auprès des personnes en situation d'itinérance. Et puis, c'est un peu le sens du propos, hein, finalement, d'accueillir sans jugement, d'être bienveillant à l'écoute. Ça semble anodin, mais il faut le remettre de l'avant apparemment dans nos systèmes de soins parce que c'est souvent occulté. S'il y en a qui ont un intérêt, là, je ne sais pas, Naomi, si c'est déjà diffusé sur le site du CREMIS, mais c'est des ressources. Merci, Rachel. Très grande réactivité. Donc, je pense que je te laisserai le mot de la fin. Naomi, un grand merci à tout le monde de votre écoute puis de votre présence. Oui, merci Laurence pour l'animation, puis merci à nos panélistes aussi pour leur présentation.